Un phénomène longtemps caché derrière la propagande de guerre a émergé en Allemagne à la fin des années 1930. Des enfants, à peine assez âgés pour écrire, étaient formés à dénoncer leur propre famille. Le régime appelait cela la vigilance civique. Les historiens y ont vu plus tard l'arme silencieuse la plus efficace du contrôle social nazi, transformant les foyers en postes de surveillance et l'enfance en instrument de l'État. Tout commence un matin froid, à Hambourg, en 1942. Un garçon de 13 ans, Lucas, se tient dans l'entrée de son immeuble, serrant un cahier fourni par l'école. Les voisins le reconnaissent au petit insigne de la Hitlerjugend sur sa veste. Il observe la rue d'un regard bien plus mûr que son âge, entraîné à voir, noter et rapporter. Dans les salles de classe, les enseignants ordonnaient à des élèves comme Lucas de surveiller les propos suspects chez eux. Pour l'État, c'était un devoir patriotique. Certains enfants étaient félicités lorsqu'un rapport menait à une enquête. Ce qui semblait n'être qu'un encouragement devint un outil de peur, transformant le dîner familial en interrogatoire et les parents en suspects. Le système s'appuyait sur les réseaux de la Hitlerjugend et de la Ligue des jeunes filles. Ces organisations remodelaient l'enfance, remplaçant les jeux par des exercices et la morale par l'idéologie. Le message était simple et répété jusqu'à devenir réflexe. Le Führer avant la famille, et le silence était une trahison. Les rapports écrits par les enfants étaient archivés dans les bureaux locaux du parti. Certains étaient ignorés, mais d'autres provoquaient des arrestations. Les historiens ont retrouvé des milliers de cas où une simple plainte sur la guerre ou une remarque sur les pénuries entraînait une convocation. Beaucoup d'adultes n'apprirent la source de l'accusation que des décennies plus tard. Un cas étudié après la guerre révèle un père qui murmurait sa frustration sur les rations. Sa fille de 10 ans répéta la remarque à son chef de jeunesse. Une semaine plus tard, la police frappait à leur porte. La fillette pensait servir la nation. Le père croyait s'être confié dans sa propre cuisine. Lucas, comme beaucoup d'autres garçons, ne comprenait pas vraiment les conséquences. Il savait seulement qu'on le félicitait à chaque page remise. Son chef de groupe lui répétait d'observer attentivement, brouillant la frontière entre loyauté et trahison. Une seule règle comptait: obéir. En 1944, les unités de renseignement américaines découvrent des piles de cahiers abandonnés dans des bureaux du parti. L'écriture maladroite d'enfants listait parents, voisins, enseignants accusés de propos défaitistes. Les officiers furent stupéfaits. Cela révélait un niveau de manipulation sociale qu'ils n'avaient pas anticipé. Les dossiers montraient un système nationalisé, pensé pour fracturer les familles. Pour la première fois, les Américains comprenaient que les enfants avaient été transformés en outils de surveillance, non par la force, mais par un programme éducatif construit pour supplanter les liens familiaux. Les chercheurs en tirèrent une conclusion claire. Ces enfants étaient à la fois victimes et instruments. Convaincus de protéger l'Allemagne, ils participaient à la destruction de la confiance dans leur propre foyer. Et les conséquences résonneraient bien après la fin de la guerre. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et commenter pour soutenir ce projet. Votre engagement permet de garder vivantes ces histoires oubliées de la guerre. Maintenant, revenons à l'enquête qui a dévoilé l'une des expériences sociales les plus sombres du régime nazi, et les officiers américains qui l'ont révélée. Lorsque les forces américaines atteignirent Erfurt, elles interrogèrent des civils ayant fui des villes contenant des archives de jeunesse. Une ancienne assistante d'école décrivit des séances obligatoires où les enfants s'exerçaient à écrire des observations de loyauté. Beaucoup d'enseignants se sentaient mal à l'aise, mais refuser revenait à risquer l'arrestation. Son témoignage permit d'unifier les fragments constatés sur le terrain. Le dossier de Lucas fut retrouvé dans un ancien bureau de district. Ses carnets détaillaient des scènes quotidiennes. Sa mère remettant en question une émission de radio, un voisin se plaignant du charbon. Chaque entrée portait un tampon officiel. Pour les analystes américains, cela révélait combien la surveillance était devenue intime et profondément intégrée dans la vie domestique. À la fin de la guerre, des parents allemands découvrirent que leurs propres enfants avaient parfois causé des interrogatoires. D'autres trouvèrent des notes décrivant leurs conversations privées. Dans des foyers déjà marqués par le conflit, la confiance fut brisée une seconde fois, cette fois de l'intérieur. Le point de bascule survint en 1946,
lorsqu'un tribunal étudia des dizaines de dossiers prouvant que des mineurs avaient servi de source directe pour des accusations politiques. Les preuves forcèrent la reconnaissance publique d'une réalité troublante. Le régime n'avait pas seulement gouverné par la peur, il avait installé cette peur au cœur même des familles. Les historiens conclurent que l'efficacité du programme tenait à sa subtilité. Aucune loi n'obligeait officiellement les enfants à dénoncer leurs parents. La propagande, les récompenses et la culture de groupe rendaient la pratique naturelle. En façonnant le comportement par la fierté et l'appartenance, le régime évitait la résistance tout en obtenant une surveillance totale. Pour Lucas, les années d'après-guerre furent marquées par la confusion. Les dossiers d'interrogatoire montrent qu'il se sentit trahi lorsqu'il comprit comment ses notes avaient été utilisées. Il affirma n'avoir jamais voulu nuire. Beaucoup d'anciens membres de la Hitlerjugend exprimèrent le même regret, expliquant comment leur sens du devoir avait été construit avant même qu'ils puissent le remettre en question. Les effets à long terme pesèrent sur la reconstruction du pays. Les familles durent réapprendre à se faire confiance, et les écoles réformèrent leurs programmes pour éviter toute manipulation future. Les équipes américaines publièrent des rapports avertissant que les régimes autoritaires ciblent souvent les enfants en premier, non comme soldats, mais comme informateurs invisibles. Aujourd'hui, les carnets sont conservés dans des archives. Leurs pages, écrites d'une main enfantine, montrent le coût humain d'un système fondé sur la manipulation. Elles rappellent comment un gouvernement peut modeler l'enfance et briser les liens les plus intimes. Elles rappellent aussi que les dérives d'un régime commencent souvent par de petites leçons enseignées dans des salles de classe ordinaires. What did you think? Intriguing, right? Watch the video on your screen. I selected it especially for you. See you there.